Mesdames, Messieurs, bonjour. À nouveau, Frédéric Denré pour vous servir toute cette semaine consacrée à la biomasse. Voilà, c'est le télématin de la biomasse. Chaque matin de 10h30 à midi. Je m'excuse pour ce problème technique, problème de son. C'est toujours par le son que les problèmes arrivent lors d'une diffusion télé, on va dire. Donc cette semaine sera une ruée vers l'or vert avec quelle économie de la biomasse, semaine consacrée à la biomasse par Entreprises pour Environnement, dont la déléguée générale se trouve à ma gauche. Bonjour Claire Tutenuy, je vous laisse introduire cette semaine. Merci beaucoup Frédéric, bonjour à tous, à toutes et à tous. Et merci d'être là si nombreux malgré ces difficultés techniques, ce qui nous confirme avant même de commencer que le sujet est bien perçu comme sérieux. Comme vous le savez, Entreprises pour l'Environnement, EPE, rassemble une cinquantaine de grandes entreprises françaises et internationales qui partagent la vision de l'environnement comme moteur de transformation, de progrès, d'opportunités et travaillent ensemble à mieux le prendre en compte dans leur stratégie et leurs opérations. L'an dernier, nous avons publié l'étude ZEN 2050, zéro émission nette en 2050, imaginer et construire une France neutre en carbone. Cette étude a montré que c'est possible, avec des modes de vie diversifiés, confortables, avec de la croissance économique, mais à condition de résoudre un certain nombre de difficultés et d'obstacles, dont l'un a été le problème de la quantité de biomasse, la ruée vers l'or vert. En effet, chaque secteur a défini sa trajectoire de décarbonation en comptant qu'il allait remplacer les fossiles par de la biomasse, biogaz, biofuel, biomatériaux, bioénergie. Et quand on a fait l'addition, ZEN 2050 est la première étude qui a fait l'addition de ces demandes. Quand on fait l'addition, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de biomasse pour tout le monde. Et dans le graphique que vous voyez qui est extrait de l'étude, on voit beaucoup de points d'interrogation parce que les membres d'EPE n'ont pas réussi à déterminer, décider ensemble où orienter la biomasse disponible pour l'énergie. Alors le problème, le graphe suivant montre le problème à l'échelle de la France et de l'énergie, avec un graphique qui montre les différents flux en énergie. Et on voit que les trois flèches du haut, voilà, les trois flèches du haut, charbon, pétrole et gaz, doivent être basculées sur les deux flèches du bas, électricité et biomasse. Et quand on voit la taille des flèches, on se rend compte qu'il y a un problème, il y a un goulot d'étranglement. Et donc, comment va-t-on accommoder les besoins énergétiques à l'échelle française avec la biomasse disponible et disponible même en l'augmentant, puisqu'on a fait cette hypothèse bien évidemment. Enfin, un récent rapport des principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, qui rassemble donc des investisseurs de tous les pays, a posé le même problème au niveau mondial, puisqu'il a montré que les différents scénarios 1,5 degré ou 2 degrés qui ont pu être imaginés par différentes équipes se heurtent pratiquement tous à une question de disponibilité de terre, d'eau et de biomasse. Donc collectivement, nous allons avoir un problème de répartition, de partage des ressources disponibles si nous voulons dépendre moins des fossiles. C'est pourquoi nous avons choisi d'investiguer ce sujet beaucoup plus à fond, en anticipation d'éventuelles tensions. On a déjà vu de telles tensions dans le passé, on en reverra donc si on y prend garde, et l'idée est d'ouvrir le débat sur quelle est la meilleure façon de le faire, et le faire avec plusieurs partenaires qui ont chacun des points de vue extrêmement intéressants et diversifiés sur le sujet, l'ADEME, le CVT, Consortium de valorisation technologique de Allenvie, l'Alliance de la recherche pour l'environnement, la Caisse des dépôts et BPI France, et enfin l'IDRI, l'Institut pour le développement durable et les relations internationales, qui ont chacun étudié et apporté leurs compétences sur ces différentes facettes de ce sujet très transverse et très complexe. Je laisse donc Frédéric Denré vous présenter le webinaire de ce matin et en vous disant à tout à l'heure. Merci Claire Tutenuy. La biomasse, sujet d'autant plus d'actualité que Barbara Pompili en a fait l'élément majeur de sa RE 2020, vous l'avez vu. On bannit le gaz dans les logements neufs, y compris dans les logements collectifs, et on promeut la biomasse, le chauffage urbain et le tout électrique, alors que la RT 2012 disait tout le contraire, c'était plutôt le gaz. Bon, enfin bon, c'est comme ça. En tout cas, la biomasse
est devenu un sujet majeur, tout le monde la veut, c'est effectivement une ruée vers elle, on lui demande un peu tout, stocker le carbone, en particulier dans les sols, hein, c'est le programme 4 pour 1000, fabriquer des kilowattheures, des meubles, des maisons passives, des fibres, de l'essence, des essences, pardon, de la chaleur, des molécules diverses et variées. Comment va-t-on gérer ça? Quels sont les stocks? Comment l'agriculture, comment la forêt, comment l'aménagement du territoire vont-ils gérer tout cela, cet appétit nouveau pour la biomasse? On va voir ça toute cette semaine, mais aujourd'hui, voilà, on va cadrer les choses avec Jérôme Mousset de l'ADEME, Olivier Daugère de la FNSEA, Michel Druy de France Bois Forêt, Christian Gaulier de la Toulouse School of Economics, Sylvie Géano de Dalkia, François Monet d'ACDV, l'association Chimie du végétal, et Sébastien Treyer de l'IDRI. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour madame, pardon, la parité n'est pas respectée, je le précise, parce qu'en tant qu'animateur, on va me dire, je sais que le débat n'est pas paritaire, c'est comme ça, je n'y peux rien, donc bonjour madame, bonjour messieurs. Jérôme Mousset, on va commencer avec vous par un petit état des lieux sur les ressources possibles en biomasse. On vous écoute. Effectivement, pour démarrer cette table ronde, je propose de repasser quelques enjeux de la biomasse autour de la transition énergétique et écologique du pays. En principe, il va y avoir des diapos qui doivent être à l'écran. Elles vont arriver, mais allez-y, démarrez votre... D'accord, donc voilà, donc ce que je souhaitais présenter pour qu'on démarre cette présentation, c'est de rappeler quelques enjeux. Vous avez en principe un graphique qui montre que au niveau mondial, on est dans une augmentation de consommation de matières premières non renouvelables exponentielle, liée à l'évolution démographique et aussi à l'évolution du mode de consommation. Et la forme de la courbe rappelle simplement que on n'est pas dans les trajectoires. Là, c'est celle-ci. On n'est pas dans les trajectoires durables et qu'à un moment donné, il faut arriver à stopper cette courbe-là et même l'inverser. Et la biomasse apporte des éléments de réponse par rapport à cette question. Alors, la droite, alors sur la courbe, ah bah voilà, la voici la courbe. J'allais la commenter. Voilà, ouais. Allez-y. Non, voilà, c'était simplement pour rappeler que cette courbe-là montre qu'on n'est pas dans une trajectoire durable et qu'il faut donc arriver à stopper cette consommation exponentielle de matières premières non renouvelables et la biomasse peut apporter des éléments de réponse. En front, à droite, j'ai reprécisé quelques objectifs nationaux pour rappeler qu'on est dans une transition énergétique et écologique du pays depuis quelques années et que ça va se poursuivre pendant les prochaines décennies. Quelques chiffres, hein. L'objectif est d'atteindre 32% d'énergie renouvelable en 2030, donc d'ici 10 ans. Aujourd'hui, on est à 7,2%. On a beaucoup progressé ces dernières années, mais on a encore du chemin. Il y a bien évidemment l'objectif de lutte contre le changement climatique, avec un objectif de moins 40% de gaz à effet de serre à 2030 et la neutralité carbone en 2050. Et puis, bien sûr, d'autres enjeux à prendre en compte comme la biodiversité, la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Il y a eu, comme ça a été dit, beaucoup d'études prospectives qui ont été conduites ces dernières années pour essayer de construire des chemins qui permettent d'atteindre ces objectifs. Et un des points communs qui ressort dans ces différentes études, c'est que la biomasse ressort comme un enjeu stratégique de la transition énergétique et écologique du pays. Dit autrement, c'est que on n'arrive pas à atteindre ces objectifs qui sont inscrits dans les politiques publiques sans une contribution de l'ensemble de ce secteur de la bioéconomie et donc de la biomasse. La diapositive suivante vise voilà simplement à remplacer quelques enjeux sur à gauche vous avez les ressources disponibles et à droite les grands usages. Sur les ressources disponibles, vous savez qu'on a un pays qui est très agricole, très forestier aussi. On a une ressource qui est très variée et renouvelable, beaucoup d'études l'ont fait. Mais ce qui est toujours important d'avoir en tête, c'est qu'elle n'est pas illimitée. Elle est déterminée par l'espace qu'on a de disponible, l'espace agricole, l'espace forestier notamment, et que de la préservation de la qualité de nos sols, de notre espace de production, dépendra la capacité à produire de la biomasse dans les décennies à venir.
La situation va être très différente selon le secteur, hein. La biomasse peut venir de la forêt, de l'agriculture, du monde de l'eau et des biodéchets. Euh, en forêt, beaucoup d'études ont eu lieu pour essayer de caractériser cette biomasse-là. Ce qui ressort, c'est qu'on a un gisement qui semble abondant, mais assez difficile à mobiliser. Abondant, on est troisième site forestier d'Europe, et on a un niveau de prélèvement relativement modeste, autour de 50% de la croissance forestière, ce qui donne une démarche de progrès en biomasse tout en restant dans des stratégies de gestion durable de la forêt. Néanmoins, on verra, l'augmentation des prélèvements génère une diminution des puits de carbone qu'il faut intégrer. En agriculture, on a des situations différentes parce que toute la biomasse produite est captée par des marchés. Par contre, on a des gisements qui sont différents sur la valorisation des résidus, des effluents d'élevage ou des potagères, avec toujours en tête que on ne peut pas tout prélever en biomasse, il faut qu'il y ait un retour au sol pour maintenir oui. la qualité, notamment la matière organique des sols, et rentrer bien dans une stratégie durable. Si on regarde les usages à droite, si on simplifie, on peut dire qu'on a trois grands usages de la biomasse: des usages alimentaires, des usages énergétiques et des produits biosourcés. Sur les usages alimentaires, pour les différentes études, c'est l'enjeu peut-être le plus structurant au niveau de la biomasse, tout simplement parce que c'est sur c'est l'usage qui va nous consommer en volume le plus de biomasse. Et donc, de l'évolution de nos systèmes alimentaires, de nos modes de consommation, dépendra nos besoins en biomasse et dépendra aussi de la biomasse qui sera potentiellement disponible pour d'autres usages énergétiques ou des produits. Ce que vous dites, c'est que tout va dépendre. On peut discuter de ce qu'on veut sur la biomasse, mais tout dépendra de notre façon de nous alimenter dans l'avenir. En gros, c'est ça le facteur tout à fait, déterminant. C'est un enjeu déterminant et toutes les études prospectives le montrent. J'ai juste mis deux chiffres sur l'empreinte alimentation des Français ont été produites ces dernières années. Aujourd'hui, quand on prend le régime alimentaire réel des Français à partir des bases de données, on obtient un besoin en surface de 26 millions d'hectares. Donc c'est l'espace qui est mobilisé pour nourrir les Français aujourd'hui. Alors tout n'est pas fait en France parce qu'il y a des produits importés, mais ça donne un point de repère en termes de besoin de biomasse. Aujourd'hui, on a 28 millions d'espaces agricoles en France et le niveau avec une fondation de 26 millions d'hectares. Donc c'est un besoin important. Et si on regarde les émissions de gaz à effet de serre, en tout cas d'empreinte de chaque Français, on est en moyenne un quart de ces émissions de gaz à effet de serre viennent de son alimentation, et autant que son logement ou ses déplacements. On sait, c'est inscrit dans les politiques publiques vis-à-vis de la neutralité carbone, il faudrait arriver à diviser par deux cette empreinte carbone d'ici 2040. Donc ça va passer par des transitions, des évolutions de nos modèles alimentaires, et aussi de nos modes de production agricole, avec l'agroécologie notamment, et c'est l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire qui est bien évidemment concerné par cette évolution. Donc ça, c'est pour l'enjeu alimentaire. On a aussi des usages énergétiques qui sont aussi bien évidemment importants. Quand on, avec la biomasse, on peut faire, on peut faire de la chaleur, du gaz, de l'électricité, des carburants. Aujourd'hui, quand on parlait des 17% d'énergie renouvelable en France aujourd'hui, plus de la moitié de cette énergie renouvelable vient de la biomasse, 54%. La biomasse est la première énergie renouvelable en France, loin devant l'hydraulique ou l'éolien. Et on a en plus dans les politiques de des choses d'augmenter la biomasse énergie pour atteindre les 32%. D'abord parce que c'est renouvelable, et puis en même temps, ça permet de réduire notre dépendance énergétique aux ressources fossiles extérieures, et donc améliorer notre autonomie énergétique, parce que la biomasse a aussi une des caractéristiques, c'est qu'elle est essentiellement locale, et qui permet de rentrer dans une logique d'économie circulaire. Donc on a des objectifs ambitieux, notamment sur le premier. Aujourd'hui, l'objectif c'est de passer de 120 TWh en 2017 à 160 en 2028, donc plus 30-40% d'augmentation de bioénergie. Il y a des objectifs importants sur la méthanisation, et avec aussi des dispositifs d'aide, d'accompagnement pour rendre ces filières compétitives. Et puis le troisième type d'usage important, c'est les produits biosourcés. Donc un matériau chimique avec de la biomasse, on peut faire beaucoup de produits dans le monde du bâtiment, du transport, de l'emballage, de l'agriculture, de la cosmétique.
Là aussi, il y a des objectifs de développement importants, dans le sens où ça permet toujours de développer les renouvelables, mais ça apporte aussi dans certaines situations d'autres services environnementaux, comme par exemple le stockage de carbone, si on parle du bois construction, ou alors la réduction de la toxicité de certains produits, si on parle de contrôle, par exemple, pour passer des usages de produits phytosanitaires. L'accompagnement de l'État porte là-dessus plutôt sur l'accompagnement à l'innovation des entreprises pour mettre sur le marché des produits et des services de qualité équivalente et avec des environnementaux. Diapositive suivante. Voilà, donc si on veut résumer un petit peu quelques enjeux de la biomasse, donc si on peut passer la diapositive. Jérôme Mousset, on vous entend mal. Est-ce que vous pourriez essayer de vous rapprocher en fait de l'écran? J'ai l'impression que c'est un peu mieux. Ah bon, d'accord. C'est mieux là? J'ai l'impression. Excusez-moi. Donc autour des enjeux de développement de la biomasse, on voulait replacer quelques questions qui nous semblent importantes. Donc ça, c'est la dernière diapositive. La première, c'est la nécessité de construire une vision globale des usages de la biomasse. En d'autres termes, c'est passer d'une approche, on va dire, par kilo, où chaque filière considère qu'elle a de la biomasse pour ses besoins, à une vision beaucoup plus systémique, plus globale. Parce que finalement, quand on regarde, on parle tous de la même biomasse, elle vient de l'agriculture, elle vient de la forêt, mais c'est toujours cette même ressource qu'il faut partager. Donc on a besoin d'échanges, de partage d'informations et d'outils, de modèles pour éclairer à cette vision systémique. Le graphique montre le type d'outils qu'on est en train de développer actuellement à l'ADEME pour avoir cette vision développée. Le deuxième point qui me semble vraiment important aussi, c'est la nécessité de développer des filières à haute performance environnementale dans toutes ces dimensions. Et pour ça veut dire objectiver les bilans environnementaux de chaque filière, de chaque service, avec des ACV ou d'autres méthodes. Mais c'est important de quantifier la plus-value du produit, du service qu'on va mettre sur le marché par rapport aux produits concurrents. C'est pas parce que le produit vient du monde vivant qu'il est forcément meilleur. Voilà. Il faut le démontrer. Et toujours dans cette idée-là, il faut aussi préserver les écosystèmes. Quand on augmente le prélèvement de biomasse, on doit s'assurer que ce soit le milieu forestier, le milieu agricole ou autre, on est bien dans une logique de gestion durable et qu'on va préserver la biodiversité, la fertilité des sols, le carbone, etc. C'est pas une option, c'est vraiment une condition pour que cette biomasse-là soit bien considérée comme renouvelable et durable. Le troisième point qui me semble important, c'est la question de la structuration de l'offre de biomasse. Parce qu'on a de la biomasse qui est disponible, mais elle n'est pas toujours facilement mobilisable, mise à disposition sur les marchés. Et on doit vraiment travailler sur les approches économiques pour notamment je pense à la forêt, mais il y en a d'autres ressources, pour la rendre accessible pour les filières et les entreprises. Et dernier point sur lequel je voulais apporter un élément, c'est la nécessité de travailler aussi la dimension sociale de ce développement de la biomasse. La question donc de l'acceptabilité sociale, parce que utiliser plus de biomasse, ça peut faire peur, ça peut inquiéter. Il faut ouvrir les portes, expliquer comment on gère cette biomasse-là pour passer vraiment dans des logiques de durabilité. Et on a aussi besoin d'associer les acteurs, que ce soit même les consommateurs, dans cette évolution, dans cette transition-là, pour qu'ils soutiennent le développement de ces filières-là, qu'elles soient alimentaires, énergétiques ou l'usage de ces produits. Voilà, c'est quelques mots dire avant de lancer cette table ronde. Merci Jérôme Mousset. On vous a mal entendu, vous avez un problème de liaison, je pense. J'ai pas osé vous couper, ce que j'aurais pu faire autrement parce que vous aviez la lourde tâche d'introduire les débats. Si vous pouviez éventuellement revoir votre micro ou redémarrer votre ordinateur, souvent ça tient à pas grand-chose. En tout cas, on l'a compris. La biomasse, oui, il y en a, mais il faut jamais oublier ce à quoi elle sert d'abord et ce à quoi servent d'abord les sols, c'est-à-dire l'alimentation. Il faut pas oublier l'impact du changement climatique sur la disponibilité de la biomasse, d'ailleurs à évaluer, hein, je vous résume, connaître la disponibilité de la biomasse dans les territoires, la gouverner
correctement, en connaître la rentabilité et les conditions d'exploitation économique. Et puis vous insistez là-dessus, vous avez raison, hein, eu égard au fait notamment que la transition énergétique prend un peu du retard parce que nous autres Français n'aimons pas beaucoup l'irruption dans nos paysages sans crier gare d'éoliennes. Il faut se poser la question de savoir comment nous réagirons si demain les méthaniseurs se multiplient. L'acceptabilité sociale, oui, en effet. Vous avez bien fait de poser la question. Olivier Daugère, vous êtes président de la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France. Si je ne m'abuse, vous êtes également président de la Chambre d'agriculture de l'Aisne. Vous êtes agriculteur vous-même. L'agriculture produira-t-elle suffisamment de biomasse en plus de celle qui va nous nourrir demain? La question se la pose à la FNSEA, évidemment. Il faudra brancher votre micro, monsieur Daugère. Oui, c'est bon. Voilà. Oui, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, je suis référent climat-énergie aussi pour la FNSEA et les chambres d'agriculture depuis les accords de Paris. Ouais. Je dis ça parce qu'en fait, il y a un lien très fort, et je vais revenir entre ce qui vient d'être dit par l'ADEME, les besoins et les enjeux autour de la biomasse et le climat. On dit souvent que l'agriculture est victime, cause, solution du climat. Donc elle est victime, elle le sait aujourd'hui avec les accidents climatiques. Elle est cause, elle doit s'adapter parce que comme tout secteur économique, elle doit moins émettre demain. Elle doit atténuer, elle doit s'adapter, mais elle doit continuer à produire de l'alimentation, c'est essentiel. Et puis elle est solution, et c'est là qu'on vient à la biomasse. Mais elle est solution en binôme, c'est-à-dire en termes de carbone renouvelable et aussi en termes de capter les gaz à effet de serre, qui est un élément très très important de l'enjeu de la biomasse aussi. C'est qu'il faut que ça permette un plus sur justement ce moyen d'arriver à la neutralité carbone. Tout est lié. Je rappelle rapidement aussi que la biomasse, c'est la bioéconomie quelque part. C'est-à-dire que la biomasse, elle peut être alimentaire ou non alimentaire, et la bioéconomie, c'est l'économie de la photosynthèse, c'est-à-dire que c'est comme le photovoltaïque, mais c'est sur les sols, avec l'eau bien sûr. Pour produire de l'alimentation, pour produire de l'énergie, c'est le sujet du jour, pour produire des matériaux, pour produire de la chimie. L'agriculture revient en fait à ce qu'elle était avant l'ère du pétrole, c'est-à-dire qu'elle fournissait déjà à l'époque. À l'époque, 20-25% de la surface était à destination énergétique, on l'oublie. Aujourd'hui, on en est très loin, et il faut y rester très loin d'ailleurs, hein. C'est pas l'objectif, mais l'agriculture, à partir du moment où on quitte les énergies fossiles, forcément, c'est vers l'agriculture ou vers les sols que l'on va se retourner. Alors j'entends pas assez de biomasse, oui, sans doute. Maintenant, il faut voir aussi que le potentiel de biomasse est aussi lié à la transition agricole, notamment à la couverture des sols qui va devenir sans doute une technique agricole qui va se développer de plus en plus. Des sols couverts toute l'année, c'est-à-dire des sols qui sont couverts entre les productions alimentaires qui restent essentielles et prioritaires. Et cette nouvelle biomasse qui est produite, qui est souvent immature, en tout cas dans nos contrées, est une biomasse à potentiel pour d'autres productions que l'alimentaire. Et on est véritablement, et aujourd'hui, je pense qu'on a encore du mal à estimer le potentiel de biomasse, qui était aussi lié au climat, bien sûr, à l'eau et ainsi de suite. C'est quoi une biomasse immature, monsieur Daugère? C'est une biomasse qui n'arrive pas à la maturité du grain ou du produit. C'est-à-dire que quand vous faites du blé ou des légumes, vous arrivez à la maturité. Quand vous mettez une plante entre du blé et des légumes, elle n'arrive pas à maturité. Et d'ailleurs, on voit, parce que c'est aussi intéressant, ça répond aussi au problème de biodiversité, que les intercultures, ce qu'on appelle, on réutilise des plantes qu'on n'utilisait plus, parce qu'on s'était concentré sur des plantes alimentaires, mais il y a des plantes qui produisent beaucoup de biomasse sans produire beaucoup de grains. Voilà, donc ça permet aussi de réintroduire dans les systèmes des plantes qui n'existaient pas. Je rappelle aussi, quand on parle de pas assez de biomasse, les accords de Paris, c'est aussi la sobriété. C'est 30% de consommation en moins, donc je pense qu'il faut aussi l'intégrer dans notre réflexion. On produira sans doute moins demain, on consommera moins demain. Donc voilà, l'importance aussi, c'est-à-dire que quand vous produisez de la biomasse, c'est les 4 pour 1000 du ministre Stéphane Le Foll à l'époque, ce qu'on appelle les 4 pour 1000, c'est-à-dire que pour capter plus de gaz à effet de serre dans un sol, globalement, il faut augmenter la matière organique. Donc, globalement, il faut augmenter la production de biomasse. On produit plus de biomasse. Quand on la récolte, même pour l'utiliser, on en laisse 50 à 60% dans le sol, les racines et la première partie de la plante. Donc voilà, ça permet aussi d'aller vers la neutralité carbone, parce qu'on sait très bien que la neutralité carbone ne pourra se faire si on n'utilise pas le potentiel des sols aussi pour capter. Ça ne veut pas dire que les autres doivent moins émettre. Ça veut dire qu'il faut utiliser au maximum voilà.
cette biomasse, pour nous, l'agriculture, c'est véritablement un retour à l'économie circulaire, un retour au territoire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le gisement du territoire pour le territoire. Je crois qu'il doit y aussi y avoir une réflexion sur ce sujet quand on parle de développement de biomasse. La biomasse est souvent volumineux, donc ça, c'est compliqué à transporter. Par contre, ça peut être une valorisation de ce qui existe sur le territoire pour les besoins du territoire, quel qu'il soit, mais pour les besoins du territoire. Ça répond, vous l'avez dit un petit peu, à la transition agricole nécessaire autour du climat, de l'énergie, de la chimie. On a des systèmes plus résilients. On a des systèmes plus résilients par rapport à l'eau. On a des systèmes qui utilisent moins de phyto, qui utilisent moins d'engrais, qui limitent l'érosion. Donc on répond à ce qu'on appelle, nous, les externalités positives. Il y a la production de biomasse, mais il y a ce que ça apporte par rapport au système agricole qui, lui, doit bouger. Tout est lié, en fait, et quelque part, c'est un peu une chance, c'est-à-dire que ce qui est bon pour la transition agricole peut être aussi bon pour la production de biomasse. Donc il n'y a pas d'opposition. Il faudra produire au moins autant d'alimentation. Je pense que c'est un élément important. C'est mis souvent dans les rapports du GIEC. Il ne faut pas baisser les bras en termes de production alimentaire. Il faut garder une dynamique de production forte et ça permet aussi, voilà. Mais est-ce qu'il faut... dernier petit point. Oui, allez-y. Oui. Allez-y. Non, allez-y, pour conclure. Non, mais dernier petit point, parce que j'entendais économie de la biomasse. Voilà. Je le vois, je l'entendais plus sur le terme de débouché. Il faut vraiment lier le débouché au gisement. C'est important. Tout le monde la veut, j'ai entendu. Il y a un autre point qui, pour nous, est excessivement important. C'est quel retour financier. Je rappellerai de la biomasse, ça a certes des externalités positives, mais ça a un coût. C'est pas gratuit, c'est pas parce que ça pousse dans la nature que c'est gratuit. Et je pense que c'est un élément très important dans la mise en place des filières, c'est qu'il faut intégrer tout de suite le coût de cette biomasse, même si ça a des... Alors après, ça peut être financé par des prestations pour services environnementaux, par des taxes carbone positives, par le prix du produit. Bon, ça c'est pas... Voilà, il peut y avoir plusieurs façons, mais il faut véritablement intégrer dès le départ ce coût de production de la biomasse pour que ça soit fait d'une manière durable, je dirais. Et il faut faire attention que la biomasse peut être produite de manière durable. Elle peut aussi être produite de manière pas très durable, être boostée ou ce genre de choses. L'utilisation de l'irrigation pour la biomasse, par exemple, n'est sans doute pas une bonne idée en termes de développement global. Donc voilà, je pense que c'est très important aussi. Le potentiel est là. Le potentiel est sans doute sous-estimé aujourd'hui par rapport à l'évolution de l'agriculture, mais le potentiel nécessite un coût. Voilà. Très bien, vous avez lancé plein de pistes à partir desquelles je rebondirai dans les prochains tours de table. En tout cas, on l'a entendu, la biomasse, oui, on peut la faire, en oubliant vous rappeler effectivement que avant que nous ne bénéficions de la densité énergétique du gaz et du pétrole, il nous fallait beaucoup de surface pour produire notre propre énergie. Les études ont montré qu'à Paris, il fallait aller entre Lyon, la Beauce actuelle et la Normandie pour fournir en foin et en bois Paris. Et tout ça dépendra, vous l'avez dit, du changement climatique, en particulier de l'eau, des incertitudes sur l'eau. En tout cas, manifestement, la biomasse est un bon motivateur. C'est un très vilain mot pour l'agriculture dans sa transition vers l'agroécologie, on entend bien, et la conservation des sols. Michel Druille, qu'est-ce qui se passe au niveau des forêts? Vous êtes le président de France Bois Forêt, l'interprofession nationale de la filière forêt-bois. Évidemment, biomasse, on pense au bois, on pense aussi acceptabilité sociale. Aujourd'hui, en France et en particulier aujourd'hui, il est difficilement admissible par une certaine population de couper un arbre, c'est considéré comme un drame. Donc vous faites face vous aussi à un souci d'acceptabilité sociale. La forêt, Monsieur Druille, on vous écoute. Eh bien, bonjour à tous, merci. La forêt, eh bien justement, nous n'avons pas en France une forêt, et c'est une chance, oui. Nous avons des forêts. Et elles rendent de toutes d'inestimables services. Ces services comme la filtration de l'eau, les paysages, la protection des sols, le tourisme, etc. Et certaines forêts produisent plus de bois d'œuvre pour la transformation des bois, en particulier la construction, l'emballage, le meuble, le parquet, mais d'autres moins. Et pour les entretenir, justement, les forestiers prélèvent des bois pour l'industrie, le panneau, le papier, le carton, mais aussi l'énergie sous toutes ses formes. La forêt, je rappelle, et les océans sont les deux puits de carbone qui permettent de réduire la concentration de CO2 dans l'atmosphère. La transition écologique, bien décrite par Jérôme tout à l'heure, est le principal, bien sûr, dont le principal indispensable objectif est la baisse de la consommation d'énergie. Elle ne le permet pas, elle ne permet que réduire les émissions.
Alors ce miracle, bien sûr, nous le devons à la photosynthèse chlorophyllienne, qui n'est autre que la source de vie sur Terre. Bon, il y a les prairies aussi quand même, hein. Il n'y a pas que la forêt, il y a les prairies aussi, mais bon. Les prairies, l'avantage, justement, j'y viens, c'est qu'avec la forêt, c'est plus durable. Et c'est pas un combat avec l'agriculture, nous sommes parfaitement en cohésion. Je rappelle que l'arbre séquestre et les usages du bois stockent et substituent le carbone. Pour simplifier, 1 mètre cube d'arbre séquestre 1 tonne de CO2 et la combinaison de tous les usages du bois permet donc de stocker et substituer 1 tonne également de CO2. Alors je rappelle que la substitution permet d'éviter l'usage des matériaux très énergivores comme le béton, les métaux, les plastiques, ou de consommer des énergies fossiles. Et le stockage constitue en fait la prolongation et la séquestration du carbone dans les matériaux tout au long de leur durée de vie. Autrement dit, alors le cumul de ces effets. Ce que vous nous dites, Monsieur Druy, oui. C'est quand on coupe un arbre, effectivement, voilà, on va déstocker, mais finalement, on va substituer un autre usage qui est beaucoup plus émetteur de carbone. Absolument. D'accord. Et c'est en comptant cet effet substitution et cet effet stockage que l'on voit. Et c'est un des aspects à démontrer, justement, et à montrer et à expliquer pour, justement, cette acceptabilité de la récolte dont vous parliez tout à l'heure, et que c'est l'usage du bois qui permet de prolonger, en fait, et d'amplifier la séquestration, donc le stockage du carbone. Et c'est pas rien, puisque le cumul de ces effets, il permet de stocker, substituer, séquestrer 110 millions de tonnes de CO2, soit pratiquement 25% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Alors, juste la forêt, en quelques mots, en quelques chiffres, je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, c'est 31% du territoire métropolitain, c'est une surface donc de 17 millions d'hectares. La forêt est en expansion, 75 000 hectares par an. Nous stockons en forêt 2,7 milliards de mètres cubes d'arbres. Et ce stockage a augmenté de 50% en 35 ans. Et nous prélevons aujourd'hui 55 millions de mètres cubes de bois, soit à peu près 60% de la production biologique qui est de 90 millions de mètres cubes. Donc, on a effectivement une marge, mais nous exploitons quand même une partie significative de la forêt. Mais la forêt ne se déforeste pas. Et je rappelle très brièvement qu'on trouve ça dans les histoires des forêts, que nous avions 38 millions d'hectares de forêts au début de l'ère chrétienne. Nous sommes descendus en 1850 à 8 millions et demi, et nous sommes remontés aujourd'hui à 17 millions d'hectares. Et cela est dû, bien sûr, cette remontée après 1850 à l'invention des énergies fossiles, justement, et également à l'augmentation des rendements agricoles qui a permis de moins utiliser de bois. Le bois est majoritairement utilisé dans le monde, il faut le savoir quand même, pour se chauffer, pour se nourrir. Et c'est la même chose encore en France. Comme vous le voyez, donc, nous avons de la marge pour l'exploitation du bois. Donc, les 55 millions, je rappelle que nous exploitons 20 millions de mètres cubes pour le bois d'œuvre, 10 millions pour le bois d'industrie, c'est-à-dire le panneau, le papier, le carton, et 25 millions pour le bois énergie, 25 millions de mètres cubes. Et nous assurons le renouvellement de cette ressource, comme je l'ai montré tout à l'heure. Alors, sachant qu'aujourd'hui s'ouvre une autre porte, c'est celle de la chimie verte, celle de l'énergie verte. On va y venir. Mais là, nous aurons besoin du bois, mais nous aurons besoin des produits de la biomasse agricole, et en particulier la paille. Mais je pense que François Monnet nous en parlera tout à l'heure. Donc, je dirais que le bois... En 2 mots, monsieur Druy, c'est un premier tour de table. Oui. Ne tirez pas toutes vos cartouches maintenant. Alors, je voulais simplement vous dire, pour faire très simple, que le bois énergie est une des composantes de la vie en forêt, puisque cet ensemble, l'arbre, il produit tout au long de sa vie, et quand on le récolte à la fois du bois d'œuvre, du bois industrie et du bois énergie, et c'est justement lorsque l'on l'exploite que nous produisons ces sortes de bois, et donc il y a une parfaite uniformité et une parfaite homogénéité dans les usages du bois, depuis donc la transformation pour la construction, par exemple, jusqu'au bois énergie. Et oui, rapidement, parler du réchauffement. Rapidement, oui. Donc aujourd'hui, nous avons le changement climatique qui commence à faire quelques dégâts en forêt, tout le monde le sait.
Et il n'est pas inutile de rappeler que aujourd'hui, nous avons besoin de faire migrer cette forêt, de la renouveler, on va en reparler. De trouver des essences qui permettent effectivement de la faire vivre. Et je dirais qu'aujourd'hui, la forêt, plus que jamais, a besoin de l'homme. On va en reparler. Merci, Monsieur Drouin. Je vous presse un peu parce que c'est un premier tour de table. On va en reparler à l'effet du changement climatique, les nécessités que le changement climatique et l'augmentation de la récolte vont impliquer sur la récolte du bois. On verra ça tout à l'heure. Dans mon premier tour de table, je vous avais mis à la fin, Monsieur Treyer, mais je sais que vous êtes pris à midi, donc je vous fais passer maintenant car le temps passe. Sébastien Treyer, vous êtes directeur général de l'IDRI. Vous êtes l'auteur d'un rapport qui s'appelle le rapport TIFA. Vous avez travaillé sur la biomasse, sa disponibilité, sa vie, son œuvre. Qu'est-ce que l'IDRI a à nous dire sur ce sujet? Est-ce que, voilà, entre fantasme et réalité, quel est l'état de la biomasse et qu'est-ce que l'on pourra en tirer demain et à quelles conditions, Monsieur Treyer? Merci beaucoup, Frédéric. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, c'est un peu haché, donc va falloir faire des mimiques d'orthophonie pour qu'on vous entende bien. Ok. D'abord, toutes mes excuses aux autres interlocuteurs à qui je vole la politesse. Je vais essayer d'aller directement au but. Dans le scénario que vous avez mentionné, on essaye de tenir ensemble à la fois la question du carbone des sols et de la biodiversité. Et derrière la biodiversité, il y a aussi l'enjeu de la qualité de l'eau aussi. Et je pense qu'un des points importants qu'on a dans notre scénario, c'est l'idée que la réduction des intrants, c'est en fait une rénovation agronomique, c'est-à-dire une reconception d'un certain nombre de systèmes, et notamment une rediversification des assolements, une recomplexification des rotations, et de prendre en compte le rôle des espaces pastoraux et des prairies. Je crois que c'est un des principaux problèmes qu'on voit aussi pour essayer de se dire comment on va mettre en œuvre la stratégie nationale bas carbone de la transition économique, c'est cette question de la déspécialisation, de la rediversification des paysages agricoles, alors qu'on est dans une tendance qui continue et qui s'explique par plein de raisons économiques à la spécialisation des régions productives. Essayez de vous rapprocher du micro, Monsieur Treyer. Il faut que je me rapproche ou que je m'en éloigne? Non, là c'est bien, là. Bougez plus. D'accord. Ok. Donc déspécialisation, on a compris, des territoires, allez-y. Donc ça, c'est un des enjeux qui me semble important. Et effectivement, dans notre scénario, on a essayé, ce qui me paraît assez consensuel et qui a été déjà bien expliqué par Jérôme Mousset et Olivier Devers, c'est qu'il va falloir qu'on soit sobre en énergie et aussi changer nos systèmes alimentaires, nos modes de consommation alimentaire si on veut tenir l'ensemble, notamment parce que l'utilisation de la production végétale pour l'alimentation de l'élevage, si on arrive à la réduire, ça nous trouve des marges de manœuvre pour les autres usages de la biomasse végétale. Je pense que ça, c'est un point qui a été dit, mais que je voulais souligner. Néanmoins, nous, quand on essaie de tenir dans notre étude TIFA avec les variantes gaz à effet de serre, tenir ensemble la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité et les équilibres alimentaires, en fait, on a très peu de place pour la bioénergie. Et c'est ça qui avait fait réagir notamment Claire Piccoli en nous disant, mais en fait, donc là, on a un vrai problème. Et il faut qu'effectivement, dans notre scénario, c'est la méthanisation qui nous semble quelque chose d'intéressant à partir des effluents d'élevage ou de l'agriculture. Mais je voudrais juste souligner que le déploiement de la bioénergie, il est appelé par une demande externe dont Claire a effectivement parlé, toute la substitution aux carburants fossiles dans les décennies qui viennent. Il y aura probablement un déploiement de la biomasse pour l'énergie, mais on peut imaginer deux scénarios assez contrastés en matière de conséquences sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est cette question de la spécialisation ou de la déspécialisation. D'un côté, on peut imaginer un scénario le déploiement de l'usage de bioénergie, de la biomasse, renforce la spécialisation des grandes régions agricoles et la simplification des systèmes de culture. Ça, c'est un scénario qui serait, j'allais dire, le renforcement de la tendance. C'est-à-dire en gros en Bretagne, parce qu'il y a beaucoup de lisiers, on ferait beaucoup de méthanisation, voilà. Ça serait ça, mais ça serait aussi dans le bassin parisien où on a un problème de simplification des rotations qui rend difficile de tenir les objectifs de qualité de l'eau, que ça continue à spécialiser. J'allais dire, on voit derrière vous un magnifique champ de là. On a vu comment le mandat d'incorporation des agrocarburants a en fait en fait contribué à augmenter la part de colza dans l'assolement, mais aussi à continuer à spécialiser et à simplifier les rotations. Okay. Donc c'est un scénario possible. Le scénario qu'on aimerait nous voir se développer,
c'est un scénario où la biomasse énergie constitue une opportunité de rediversification des paysages et des exploitations qui permettrait justement une transition agronomique. Ça serait un apport de revenus pour les agriculteurs pour faire une transition agroécologique, par exemple, de rediversification dans les paysages agricoles avec des filières bas intrants pour la qualité de l'eau. Restez près du micro, Sébastien, s'il vous plaît. Pardon, Restez près du micro, je sais que c'est difficile, allez-y. C'est que j'arrête de parler avec les mains. J'ai presque fini. Ce que j'essaye de dire, c'est j'essaye d'amener mon point qui est que entre ces deux scénarios, et on pourrait évidemment en construire un troisième, ils sont un peu contrastés, le scénario de rediversification est le seul qui permet d'obtenir les objectifs carbone et de biodiversité, mais il va dépendre des conditions de déploiement territorial de l'appareil industriel à l'aval. D'accord. On pourrait imaginer un scénario industriel de concentration des grandes raffineries avec une très forte intensité capitalistique qui concentrerait et spécialiserait et nécessiterait une forme d'intensification très forte des productions dans un bassin de production à proximité. À l'inverse, on pourrait imaginer un appareil industriel qui déploie de manière beaucoup plus distribuée dans le territoire, avec des petites unités collectives ou individuelles, qui pourraient favoriser un scénario de rediversification. C'est celui-là qu'on aimerait favoriser, sauf que je pense qu'on a besoin de discuter collectivement avec l'ensemble des acteurs des différentes filières. Ce scénario, si on est les filières énergétiques, à l'encontre, en fait, on le considère en fait avec un surcoût, parce que disséminer dans le territoire à la fois les réseaux d'amener du biogaz vers les utilisateurs ou le fait qu'on fait des équipements industriels plus petits et plus distribués, ça va à l'encontre des économies d'échelle. Et donc, il faut qu'on ait une conversation entre les filières agricoles et les filières énergétiques pour comprendre est-ce que ce surcoût est réel, parce qu'il n'est pas forcément évident. On peut imaginer qu'on connecte par des réseaux des productions locales à des usages locaux. Je pense que sur la biomasse de bois, c'est des choses qui se font dans des chaudières collectives. On ne peut pas imaginer ça aussi sur la méthanisation. Et donc, il faut soit qu'on réfléchisse, est-ce que ce surcoût est réel, ou alors est-ce qu'on est capable de le supporter si c'est un surcoût d'investissement à travers l'ensemble des financements qui seraient disponibles, que ce soit sur des agences de l'eau, de la PAC ou du rachat d'énergie. Et donc moi je plaide en fait pour qu'on essaye de réfléchir à ces conditions de déploiement de la biomasse énergie dans les territoires à des échelles régionales de bassin de production, où on met ensemble l'ensemble des acteurs, et y compris les énergéticiens, y compris GRDF, à qui on poserait la question, est-ce que vous êtes capable de nous déployer un réseau qui fasse ça? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est trop cher ou pas? Je dis GRDF, mais je parle autant de filières agricoles. N'oubliez pas Dalkia. De l'agroalimentaire, de Dalkia, effectivement. Enfin, c'est l'ensemble des acteurs. Pour qu'on essaye de concevoir un système qui permette le scénario de rediversification plutôt que le renforcement des scénarios de spécialisation. Et c'est là où ça devient passionnant, parce que les questions de biomasse renvoient aux questions via l'acceptabilité sociale, d'une certaine façon, renvoient à des questions d'aménagement du territoire, à des questions de gouvernance, et on peut se poser la question s'il faut une gouvernance territoriale. Est-ce que demain, il y a déjà des commissions locales des eaux qui gèrent le bassin versant de chaque petite rivière? Est-ce qu'il n'y aurait pas des commissions locales de l'énergie à l'échelle d'un territoire où on mettrait tout le monde autour de la table? J'ai vu, Monsieur Daugère, que vous enregistriez bien les propos de Sébastien Treyer. Qu'est-ce que ça impliquerait, ce déploiement des méthaniseurs, pour faire court, dans la sociologie agricole, dans le modèle familial ou pseudo-familial français? On verra ça tout à l'heure avec vous. Merci Sébastien Treyer d'avoir fait vite, et votre liaison était pas bonne du tout, mais on vous a quand même entendu. Sylvie Géano, vous êtes présidente directrice générale de Dalkia. On vous a tendu une perche, la biomasse, le bois, les résidus, etc. Tout cela ne peut que favoriser a priori les réseaux de chaleur urbaine. Et en plus, Barbara Pompili n'a eu Dieu que pour le chauffage urbain, manifestement, lors de la présentation de sa RE 2020. Le temps semble manifestement couler pour Dalkia, Madame Géano. Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir pour moi, effectivement. On vous entend très bien. Vous avez un très bon micro. Du bois, qui est un sujet très important, effectivement, pour la transition énergétique. Ça a été très bien dit juste précédemment. Peut-être quelques mots sur Dalkia auparavant. Dalkia, c'est une entreprise qui est peu connue peut-être dans sa marque auprès du grand public. Nous intervenons auprès plutôt des collectivités, des entreprises, des grandes entreprises.
Nous chauffons d'ailleurs 2 millions de logements, hein, donc le chauffage effectivement est un gros sujet pour Dalkia. Nous avons deux grands métiers qui sont au cœur de la transition énergétique, parce que pour réduire les émissions de CO2, pour moi, il y a deux grands axes de travail. Et le premier axe, et je ne détaillerai pas beaucoup parce que ce n'est pas l'objet ici, c'est de faire des économies d'énergie à nos clients à travers des services énergétiques d'exploitation maintenance de sites. Et on va aller chercher des engagements d'économie d'énergie, des engagements de performance à travers principalement, vous devez tous avoir en tête, ces contrats de performance énergétique qui permettent de réaliser des économies dans la durée. Et puis notre deuxième grand métier, c'est effectivement ce sujet du développement des énergies renouvelables, mais autour de la chaleur. Alors pourquoi c'est important? Parce que quand on regarde l'ensemble des consommations d'énergie d'un pays, eh bien la production de chaleur, c'est pas très loin de la moitié des consommations, hein. On parle beaucoup des énergies renouvelables électriques qui sont évidemment également importantes, mais c'est l'électricité, quand on regarde cette proportion, c'est plutôt 28% des consommations d'énergie. Donc c'est très important de s'intéresser à la chaleur, et quand on parle de chaleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement le chauffage à la maison, l'eau chaude et la vapeur industrielle. Alors comment on va aller décarboner cette chaleur, aller faire cette transition énergétique de la chaleur? Eh bien tout simplement en développant effectivement des réseaux de chaleur. Ça peut être, on ne parle pas de froid, mais le froid est également un sujet évidemment de la transition énergétique. Et nous allons nous substituer à des énergies carbonées, hein, le gaz, le fuel, le charbon encore, hein, d'ailleurs dans l'industrie, on pourra y revenir, en développant ces réseaux de chaleur. Alors on peut le faire à travers des énergies qui sont de différents ordres, la géothermie par exemple, hein, en Île-de-France, on chauffe les logements de Cachan en allant chercher la chaleur du sous-sol de l'Île-de-France. On peut aller récupérer de la chaleur sur des usines d'incinération de déchets. On peut aller récupérer de la chaleur sur des data centers, sur des usines. Donc ça, c'est une façon de faire de la chaleur dite de renouvelable, énergie de renouvelable et de récupération. Mais ceci étant, ça a été très bien dit, la première énergie renouvelable en France, c'est effectivement le bois énergie. Et donc développer ce bois énergie, cette biomasse pour produire de la chaleur est un très gros sujet. Alors Dalkia exploite aujourd'hui 2 millions de tonnes de bois dans ces réseaux de chaleur que nous verdissons de plus en plus. Vous voyez quelques chiffres d'ailleurs sur cette slide-là sur Dalkia, 2 millions de tonnes de bois. On est le premier exploitant en nombre de réseaux de chaleur, hein, en France. En nombre, nous exploitons le plus de réseaux de chaleur en France. Et effectivement, le bois est un gros sujet. Alors pourquoi le bois est un gros sujet? Parce que, on l'a dit, et je vais peut-être le redire avec mes mots, mais le bois absorbe du CO2 pendant sa croissance. Donc, effectivement, fait réduire ses émissions, absorbe du CO2. Et au moment de sa combustion, il va en restituer évidemment une partie, mais une partie seulement. Alors, pourquoi une partie seulement? Parce que le bois est d'abord utilisé pour faire des meubles, pour faire de la charpente, pour aller ce qu'on appelle le bois noble, hein, le bois d'œuvre. Et le bois énergie va être simplement le coproduit de cette exploitation du bois. Donc, on va aller chercher les branchages, les copeaux de bois, on va aller chercher les élagages, etc. Donc, ces coproduits du bois, effectivement, on va les brûler et à ce moment-là, ils vont dégager du CO2, mais juste à hauteur de ce qu'ils avaient consommé. Tout le reste qui a été utilisé pour du bois d'œuvre va constituer, on l'a dit aussi là, tout à l'heure, du stockage de CO2. Et c'est pour ça que le bois est un élément fort du succès de la transition énergétique. Alors ça m'amène à dire quand même, et je vais me permettre de critiquer un petit peu le titre de cette table ronde, parce que je trouvais que la ruée vers l'or vert n'est pas du tout représentatif de ce qu'on est en train de faire. J'ai envie de dire plutôt la ruée vers la transition énergétique. Oui, et d'ailleurs, parce que la ruée vers l'or vert a l'air de dire que c'est tout simple, que les économies, l'argent vient tout seul. C'est bien le contraire, c'est que d'une part, s'il n'y avait que le bois énergie, d'ailleurs la filière bois ne trouverait pas d'ailleurs sa dimension économique, une dimension économique durable. Et si on regarde le bois énergie seul, eh bien, ça ne fonctionne pas tout seul. Aujourd'hui, les prix des énergies carbonées, le fuel, le gaz, sont à des prix, en particulier le gaz. Hein, vous avez vu que les prix du gaz ont été très très bas cette année. Aujourd'hui, si on
paradoxalement, hein, on n'a qu'une envie, c'est de réduire ses émissions de CO2, mais les énergies carbonées aujourd'hui ont des prix extrêmement bas qui ne nous permettent pas naturellement de trouver des équilibres économiques satisfaisants pour nos installations de bois énergie, sauf à dire qu'on les aide, et c'est effectivement ce qu'on fait. Hein. Vous avez parlé de la nouvelle réglementation thermique des bâtiments, mais il y a surtout le fonds chaleur hein, qui est piloté par l'ADEME et qui accompagne économiquement nos installations de bois énergie pour y trouver des équilibres économiques, ce qui nous fait d'ailleurs produire une chaleur aujourd'hui à des prix qui sont tout à fait compétitifs. Et surtout, ce qui plaît bien à nos clients, c'est que ces prix sont stables dans la durée puisqu'ils ne vont pas changer avec les fluctuations des prix des énergies carbonées. Mais vous aimeriez une incitation plus forte du marché, Madame Géano, par exemple, un prix du carbone nettement plus élevé que ce qu'il est aujourd'hui, il est à 30 ou je sais plus. Alors ça, voilà, vous posez le sujet du prix du carbone. Je viendrai avec Monsieur Gaulier après. Effectivement, voilà. Et je terminerai juste pour dire que c'est vraiment important de s'intéresser au caractère renouvelable de la chaleur. Alors déjà, les orientations le disent, effectivement, il y a une volonté des pouvoirs publics on est à 20% aujourd'hui de chaleur renouvelable hein, produite en France. On veut monter à 28% en 2030. Il faut savoir que si on regarde les sites industriels, dans l'industrie, seuls 6% de la chaleur produite se fait à partir d'énergie renouvelable. Donc vous voyez qu'on a un champ devant nous de travail. Et effectivement, la biomasse va avoir un rôle important. Et je terminerai avant les questions-réponses tout à l'heure pour vous dire que c'est aussi un sujet important dans les territoires, puisque l'exploitation forestière, nos installations de biomasse, je vais vous prendre l'exemple de Surville. À Lyon, nous avons mis en service la plus grosse chaufferie biomasse de France. Publique de France. Hein. On évite à Lyon l'équivalent de 126 000 tonnes de CO2, c'est à peu près 50 000 voitures qu'on retire chaque année de la circulation. Eh bien, on fait ça avec des exploitations forestières qui se trouvent à moins de 100 km et nous créons de l'emploi. Hein, à chaque fois que nous installons nos installations biomasse, nous créons de l'emploi. L'ADEME parle d'un emploi pour 1000 tonnes de bois donc exploités. Et donc, ce sont des emplois locaux, non délocalisables. On évalue à plus de 10 000 emplois directs et indirects, voilà, produits par le bois énergie. Et c'est aussi un élément très, très important dans l'acceptabilité de cette nouvelle transition, donc ruée vers la transition énergétique avec oui, la pas biomasse. vers l'envers, on vous a bien compris. Madame Géano, bien évidemment, vos chaufferies bois sont alimentées localement. Vous ne faites pas venir le bois de 500, 1000, 5000 km. Exactement, c'est pour ça que j'insistais sur le fait que les emplois sont locaux. Et d'ailleurs, l'ADEME nous veille à ça, hein, c'est-à-dire que nous ne sommes pas aidés par des subventions si le bois n'est pas exploité dans un rayon, hein, et je répète, le rayon est inférieur à 100 km en très grande... voilà, enfin, c'est la règle qu'on se fixe en tous les cas chez Dalkia, hein, c'est moins de 100 km. Deuxième petite question, rapidement, c'est à la fois du bois et des coupes de haies, par exemple. Les haies participent aussi de l'agroécologie, etc., etc. Vous utilisez ce bois également ? Absolument, absolument. On utilise ce bois-là, donc le bois d'élagage. Hein, là encore, le bois énergie est vraiment ce qui reste du bois une fois qu'on a utilisé, j'ai envie de dire, le beau bois, le bois noble, qui va aller faire des meubles, qui va aller faire de la charpente, qui va aller stocker du CO2, hein, d'ailleurs se substituer à des éléments du bâtiment qui peuvent être beaucoup plus émetteurs. Et donc on va même d'ailleurs maintenant à utiliser jusqu'à du bois déchet, ce qu'on appelle le bois B. Hein, donc on va aller récupérer du bois qui a d'ailleurs à un moment donné de sa vie à stocker ce CO2. On va aller récupérer ce bois pour aller faire du chauffage. On est complètement dans une économie circulaire. Sachant qu'en parallèle, on l'a dit aussi à nombreuses reprises, la forêt est en croissance, hein, il faut avoir en tête. On replante des arbres, la forêt est en croissance, elle a doublé depuis 200 ans environ, et donc cette dynamique aussi de l'amont, hein, de comment la forêt est entretenue et progresse, est aussi une préoccupation d'Alkia, et nous veillons à toutes les certifications qui garantissent cette qualité-là, bien sûr. On veille aussi à ce qu'ils ne sortent pas des cheminées, des chauffages au bois. Dès lors que vous chauffez des anciens meubles, vérifiez qu'ils ne sortent pas de mauvaises molécules. Hein. Attention à vous. Alors,
vous m'amenez sur Ouais, le alors, sujet de mais, la qualité non, de l'air, on verra que ça tout à l'heure, parce que je voudrais c'est un sujet très important et on y évidemment reviendra. vos installations. On y reviendra. Je termine mon tour de table et avant pas, Sébastien Treilleur, je sais que vous devez partir. J'avais juste une question. Après tout ce qu'on vient de dire et en fonction de ce que vous avez dit tout à l'heure, l'utilisation de la biomasse comme source d'énergie, c'est vraiment la dernière, c'est ça? C'est quand on peut plus faire autrement, c'est les déchets ultimes de la biomasse. Ah ouais, il faut allumer votre micro, c'est mieux. De biomasse, ce que vous posez, et pour y répondre assez. On vous entend plus, Sébastien. Non, on vous entend pas. Vous m'entendez pas? Si, voilà, là c'est parfait, ne bougez plus. Allez-y. Pardon, je pense que on a en France une priorité donnée par la cascade des usages à l'usage alimentaire et on comprend pour quelles raisons. Ce qui me semble aussi, c'est que la biomasse alimentaire, les grains des céréales par exemple, ont des qualités physiologiques, enfin j'allais dire en termes de biomasse, qui sont comme très différentes de la cellulose. Et donc quand je vois dans le nord de l'Allemagne qu'on met du maïs dans du lisier de cochon pour faire du méthane, à ce moment-là je trouve que ça c'est vraiment un usage non intelligent de la biomasse agricole. Et donc c'est à ce titre-là que je défends effectivement qu'il y a des priorités d'usage sur la manière dont on peut destiner à l'énergie différentes parties de la biomasse agricole. Merci d'avoir précisé les choses, Monsieur Treilleur. François Monnet, on a parlé de plein de choses, on n'a pas encore parlé de chimie, de chimie verte. Hein. Après tout, on est sur l'or vert. Excusez-moi, Madame Géano, mais je continue avec mon titre. Chimie verte, qu'est-ce qu'on peut faire avec la biomasse? Alors, on peut faire de l'essence, on peut faire des solvants, on peut faire des substituts moléculaires. Dites-nous tout. Je ne vais pas tout vous dire en quelques minutes parce que ça serait. Non, on n'aurait pas le temps. Donc voilà. Mais voilà, donc je pense qu'il y a un peu d'écho de par le système que vous avez. J'espère que ça sera quand même correct. Non, ça va il y a très une bien. présentation. Voilà, il y a une présentation que j'ai partagée aussi, donc s'il est possible de s'appuyer dessus. Et pour nous, le message de la CDV, alors la CDV, c'est une association très transversale qui a plus de 55 membres de toute taille, et des entreprises françaises et étrangères aussi, avec des agro-industriels, donc des producteurs de biomasse, des chimistes et des gens de la biotechnologie au milieu, et puis des utilisateurs de ces molécules biosourcées. Notre périmètre, c'est vraiment la chimie et les matériaux. Je vais vous dire des matériaux que j'appellerais cuits par rapport au bois d'œuvre qu'on pourrait considérer comme des matériaux crus, parce qu'il y a une transformation de la matière par la chimie. Ça permet d'illustrer un peu notre contour. Alors, nous n'avons pas dans notre périmètre le soutien aux biocarburants, on est vraiment centré sur la matière, et qui est assez spécifique parce que il ne faut pas qu'on oublie que si dans l'usage énergétique, le carbone peut être substituable, dans l'usage matériaux comme dans l'usage alimentaire, le carbone n'est pas substituable. Le carbone est absolument nécessaire. Et donc, je crois qu'il faut vraiment retenir ça. Donc, slide suivant. En quelques chiffres, parce qu'on a une filière assez peu connue, c'est dommage. On est une des 4 filières de la bioéconomie, comme l'indique la stratégie nationale de bioéconomie. Donc ça, c'est quand même important. Et c'est logique de la voir comme une filière à haute valeur ajoutée, avec derrière de l'ordre de 400 000 € par emploi en France, chiffre d'affaires. Plus de 10%, de l'ordre de 11% de la chimie est biosourcée, dans le sens que les chimistes utilisent déjà de la biomasse. D'accord. Ça fait en total, en direct et indirect, après le rapport de Roland Berger au ministère de l'économie, de l'ordre de 165 000 emplois directs, avec un secteur en pleine croissance, donc 5% par an. Et en fait, on se rend compte que la France a beaucoup d'atouts. Il a été rappelé, c'est le 3e massif forestier en Europe, c'est la 2e industrie chimique et c'est la 1re puissance agricole. Donc on a vraiment là des atouts du développement du pays avec une grande nécessité d'innovation et des marchés très porteurs. Donc voilà, slide suivant. Ça arrive. Voilà, donc c'est une activité qui maille tout le territoire. On parle vraiment déjà de ce genre de travail. C'est une activité qui ne valorise pas que les biomasses locales, parce qu'il y a aussi bien sûr des flux d'import et d'export, mais on voit bien que c'est un réseau qui existe de 250 sites que l'association a repéré en France, et on ne dira pas que c'est exhaustif loin de là. Slide suivant. Et on a fait un travail aussi bien nos membres, parce que c'est une association qui utilise vraiment l'expertise de ses membres, mais aussi avec l'ADEME, le schéma de droite sur la circularité intrinsèque de la bioéconomie montre vraiment cette capacité d'intégrer la chimie du végétal dans l'économie circulaire, en amenant notamment une empreinte carbone réduite, principalement parce qu'on part d'un carbone qui est non fossile et qu'on fait tourner, comme il a été dit,
du carbone entre la ressource et son usage, avec des périodes de stockage plus ou moins longs. Le bois d'œuvre, bien sûr, est à long stockage, mais tous les produits biosourcés pour le bâtiment, dans l'isolation ou autre, sont exactement dans la même catégorie. Donc, on a vraiment ce genre de facilité. Par contre, les produits consommés, je dirais par exemple les liquides, les shampoings, les cosmétiques, eux, ont une grande facilité de biodégradabilité, donc de retour non difficile, enfin de retour maîtrisé dans le système biosphère. Suivant. Petit point aussi, c'est une activité qui séduit les Français, puisqu'on a fait plusieurs fois une enquête consommateur avec IFOP en 2018 et en 2020. On note une énorme appétence des consommateurs pour ce genre de solution, 87%. Les retours off de l'IFOP sont d'ailleurs encore plus positifs de par la vivacité des réponses, et surtout aussi parce que les consommateurs identifient un certain nombre d'atouts. C'est le soutien aux agriculteurs. En fait, pour la même biomasse qui rentre dans une usine, quand vous rajoutez la valorisation chimique de certaines composantes, vous augmentez la valeur des marchés en aval de la même production agricole. Donc, vous faites un soutien à l'agriculture. Et c'est vraiment cette notion de complémentarité des usages qui nous semble importante à mettre en avant. En cela, je vais aussi un peu écorner le titre qui semble plus une notion de compétition entre les utilisateurs, alors qu'on voit nous beaucoup plus de complémentarité entre notamment les usages chimiques et les usages autres que la chimie de la biomasse. C'est pas parce qu'il y a une complémentarité c'est de l'ordre de 10% de l'usage des matières premières par la chimie. La chimie, c'est 10% de l'énergie. Donc on est là à 1% du carbone, je dirais, initialement sorti, utilisé par l'humanité. On est vraiment dans des ordres de grandeur faibles, mais à haute valeur ajoutée, par l'usage matériau. J'entends bien, Monsieur Monet, mais il y a une complémentarité évidente. C'est pas pour autant qu'il y a une bonne gouvernance, un bon pilotage de l'allocation de la ressource entre les différents usages. Ce sera le débat de vendredi d'ailleurs. Ça sera le débat, mais il ne faut pas penser non plus que la gouvernance n'est pas encore en place. Il y a beaucoup de choses déjà qui jouent. Non, j'ai pas dit le contraire. Il y a encore un ou deux points à dire quand même en de cette introduction. Si c'est possible de le montrer, je pense que j'avais un slide. Alors, le dernier slide, et ensuite, je passe la parole à M. Gaulier. Le slide, c'est cette complémentarité dont j'ai parlé. Le slide d'après, qui pose un peu plus de perspective, peut-être, c'est montrer que la France a encore un vrai potentiel en bioéconomie. Je dépasse le champ large, si on peut faire le dernier, le champ large, plus large de la bioéconomie par rapport à la chimie biosourcée, où de fait, le potentiel agricole de la France est mal utilisé. Et si on peut montrer le dernier slide, on voit qu'on pourrait faire 2 fois plus en termes de bioéconomie, donc d'utilisation rationnelle, raisonnée et raisonnable des ressources par rapport à ce que font nos voisins européens. La France est équivalent à 10% près à la surface forestière comme agricole de l'Allemagne et l'Italie, et ces 2 pays-là font 30%, 31% de la bioéconomie européenne. La France n'en fait que 14%. Il y a un facteur 2 qui manque, et je pense qu'on a beaucoup de voies de développement, notamment dans cette complémentarité qu'il faut souligner. D'accord. Merci, Monsieur Monet. Donc, vous avez entendu, Monsieur Dauger, hein, vous pourriez faire plus, mais peut-être parce qu'il y a un problème de rétribution des agriculteurs, de modèle économique. Monsieur Gaulier, tout ça, c'est bien joli. Ça a été en partie évoqué par Madame Géano, mais quel est aujourd'hui l'intérêt de développer des usages à la biomasse qui sont pour l'instant peu développés? Est-ce que le cœur du problème, c'est pas le prix du carbone, voilà, qui conférerait une valeur supplémentaire à ce qui en a peu encore aujourd'hui? On vous écoute, Monsieur Gaulier. Oui, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. En fait, la transition énergétique impliquera une myriade de décisions, une myriade de transformations de la société, une myriade de façons de vivre, de produire et de consommer par une myriade d'acteurs. Et donc, une des questions fondamentales, c'est de savoir comment organiser cette transition au moindre coût pour le moindre sacrifice pour la population. On a vu dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes l'an dernier l'importance du pouvoir d'achat dans des décisions de structuration politique de cette transformation énergétique. Et donc, voilà, la biomasse est sans doute une des solutions, mais qui peut dire aujourd'hui quelle sera sa part dans cette transition énergétique dans les 30 prochaines années. Et il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, le flou est le plus total et cette transition énergétique est une question de management du risque. Les alternatives à la biomasse sont nombreuses.
dans le domaine de l'électricité, de l'éolien, le photovoltaïque, l'hydrogène, le nucléaire. Dans des domaines plus généraux de cette transition, il y a la possibilité de séquestration du carbone, et pas uniquement par la biomasse. Voilà, donc et il y aura sans doute encore une myriade d'autres éléments qui interviendront dans l'organisation de cette transition énergétique qui est indispensable à mettre en œuvre dans les 10 à 20 prochaines années. La biomasse a un certain nombre de difficultés, hein, on les a citées tout à l'heure, essentiellement le problème de la disponibilité des terres, hein, la concurrence de ces terres, de cet usage de la terre avec d'autres nécessités, d'autres usages, comme en particulier la production d'aliments pour les êtres humains, mais aussi des problématiques de pollution, des problématiques de disponibilité de l'eau sont aussi des éléments extrêmement importants. Donc, cette biomasse, elle est en concurrence avec d'autres possibilités de produire de l'énergie. Et à nouveau, aujourd'hui, il est difficile de prédire quelle sera la part de cette biomasse dans le mix énergétique de la France et de l'Europe. Donc à nouveau, c'est un problème de management du risque. Aujourd'hui, je n'ai pas encore entendu, hélas, le coût par tonne de CO2 évité de la biomasse. On en a parlé tout à l'heure, le gaz naturel reste extrêmement compétitif, le charbon en Europe le reste aussi. Et d'ailleurs, une des sources essentielles de décarbonation à faible coût de l'Europe, c'est de retirer le charbon du mix électrique, en particulier dans les pays de l'Est de l'Europe. On parle pour la substitution du charbon par du gaz naturel, on parle d'un coût par tonne de CO2 évité de 30 € par tonne de CO2. Et donc, je ne pense pas que la biomasse aujourd'hui soit capable de concurrencer une telle action de décarbonation. Et donc, dans l'ordre de mérite des efforts de décarbonation, la biomasse arrivera en intensité et en timing, on ne sait pas exactement quand, mais elle viendra probablement en fonction de l'évolution du prix du carbone. Et c'est ça qu'il faut bien dire. Hein. Je pense que tester les politiques de décarbonation en Europe, c'est mesurer un coût par tonne de CO2 évité. Il faut absolument que le milieu du biogaz, des biofuels fasse cet exercice. Il a été fait par un certain nombre d'économistes. Les biofuels de première génération étaient un échec, notamment parce que le coût par tonne de CO2 évité était absolument considérable. Il faut absolument vérifier que dans les nouvelles technologies qui seront utilisées pour mieux gérer cette biomasse, on obtienne des coûts par tonne de CO2 qui soient plus faibles. Et si, in fine, les politiques européennes climatiques sont gouvernées par un prix du carbone, et on peut imaginer qu'un jour, le marché EU ETS domine l'ensemble des secteurs, se généralise à l'ensemble des secteurs avec un prix du carbone qui sera croissant dans le temps. La question est de savoir à partir de quand cette biomasse sera compétitive par rapport à un prix du carbone. Je vous pose la question, Monsieur Gaulier. Être capable de sortir le gaz naturel. Je vous pose la question, Monsieur Gaulier. Est-ce qu'il y a un prix du carbone idéal, selon vous, pour conférer une valeur à la biomasse? Alors, je ne poserai pas la question de cette façon-là. Alors, reformulez. Je ne suis pas un spécialiste de biomasse. Ce que je peux vous dire, c'est je sais quel est le prix du carbone qui est compatible avec l'intérêt général. Nous avons aujourd'hui en Europe un objectif de zéro émission nette en 2050, une réduction des émissions par rapport à 1990 de 50, voire peut-être de 55%, on verra dans les semaines à venir au niveau des négociations européennes. Eh bien, à cet engagement de réduction des émissions de CO2 correspond un prix du carbone qui est compatible avec ces objectifs-là. C'est quoi, 70, 80, 100 €? Voilà, c'est ça. Les économistes aujourd'hui qui ont travaillé depuis un certain nombre d'années, voire de décennies, pour certains d'entre eux, sur cette dimension-là, pensent qu'un prix du carbone compris entre 50, et je suis désolé, je vais être un peu large dans ma fourchette, entre 50 et 100 € la tonne de CO2, aujourd'hui serait compatible avec ces objectifs-là, avec un objectif de croissance de ce prix de l'ordre de 3-4% par an, pour atteindre des objectifs de prix du carbone d'autour de 200 € la tonne de CO2 en 2030, ce qui devrait effectivement donner un espace
pour la biomasse en termes de compétitivité par rapport au gaz naturel, qui est évidemment le concurrent numéro 1 dans ce secteur-là, qui devra, et rappelons-le quand même, pour l'objectif zéro émission nette en 2050, étant donné qu'on ne sait pas séquestrer et capturer le carbone qu'on émet, en tout cas au jour d'aujourd'hui, le gaz naturel devra nécessairement sortir du mix énergétique européen et mondial, et donc effectivement offre un espace pour la biomasse, étant donné, comme le rappelait Tutenui tout à l'heure, la biomasse a un énorme avantage, c'est qu'il ressemble beaucoup à du pétrole et du gaz naturel, et donc beaucoup de gens y pensent pour remplacer de façon extrêmement simple leurs sources d'énergie et pour les décarboner. Madame Géano, ça vous irait un prix du carbone entre 50 et 100 euros? Ou pour vous, ils vous font un peu plus? C'est très intéressant. Moi, je voudrais juste vous donner, je vous ai parlé du fonds chaleur tout à l'heure, qui accompagne justement. En fait, qu'est-ce que fait le fonds chaleur? Il donne une subvention qui va effectivement aller compenser le prix, entre le prix de l'énergie carbonée, qui est le gaz, et le prix de la biomasse, pour qu'elle soit compétitive et que nos clients qui achètent une chaleur renouvelable puissent l'acheter sans regret par rapport à une chaudière au gaz. Eh bien, dans ce fonds chaleur, quand la subvention est donnée, on évalue à la tonne de CO2 évitée. C'est pour vous donner un référentiel. Parce que là, on n'est que sur le bois. Il y a beaucoup de choses dans la transition énergétique. Entre 27 et 46 euros la tonne de CO2 évitée en fonction du prix du gaz. Donc, vous voyez qu'on est plutôt sur la biomasse à un prix de la tonne de CO2 évitée qui est plutôt un peu plus basse. Et c'est effectivement ce que disent les analystes, c'est que finalement, dans le merit order des aides qu'on donne pour le développement des énergies renouvelables, le fonds chaleur est finalement une aide extrêmement efficace dans le coût de la tonne de CO2 évitée. D'accord, Monsieur Mousset, l'ADEME a une vision des choses là-dessus, une vision économique. Oui, je confirme. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai bien un casque. Ouais, on vous entend mieux, mais moins fort. Je vais essayer de parler plus fort. Donc je confirme effectivement donc ce qui a été dit là, c'est que il y a le fonds chaleur qui permet de compenser l'écart par rapport au gaz, et donc on arrive dans le niveau d'aide par tonne de CO2 qui est selon les projets entre 8, 9, 10 à des fois un peu plus de 40 euros la tonne de CO2, donc on est bien dans ces sortes de grandeurs là. Et effectivement l'une des difficultés qu'on a à développer ces énergies renouvelables, c'est le prix du gaz, et il faut plus le prix du gaz est faible, plus on doit être amené à donner des aides pour rendre ces systèmes-là compétitifs. Il y aura une innovation cette année avec le fonds de décarbonation qui a été mis en place dans le cadre du plan de relance, avec une aide au fonctionnement qui vise justement à compenser ce différentiel par rapport au prix du gaz dans le temps, enfin pour les projets industriels. J'en profite aussi pour dire peut-être juste un petit mot aussi sur le bois énergie. On a parlé beaucoup de l'enjeu de développer du bois énergie dans le secteur industriel et collectif. Il faut pas oublier que il y a aussi le secteur du particulier. On a aujourd'hui dans le bois énergie, 2/3 du bois énergie, c'est le chauffage des particuliers. Tout à fait. Et il y a un vrai enjeu aussi à ce que les particuliers n'abandonnent pas ce chauffage-là. Parce que sinon, tout ce qu'on gagne d'un côté industriel ou collectif, on risque de le perdre compte tenu du volume important que ça représente les particuliers. Donc il y a vraiment un accompagnement aussi à faire auprès des particuliers pour qu'ils modernisent notamment leur équipement de chauffage avec des systèmes plus performants, des poêles, des inserts qui permettent de mieux valoriser la ressource et en même temps réduire l'impact sur la pollution de l'air. Et vous avez d'autant plus raison que qu'une publi récente montre que les particules les plus toxiques sont émises par les plaquettes de frein, en particulier du métro, et les chauffages au bois faits par des poêles où il n'y a pas de post-combustion, où il n'y a pas de filtration, etc., etc. C'est compliqué la biomasse, c'est une quadrature du cercle en 3 ou en 4 dimensions si on rajoute le temps. Monsieur Daugère, tout va reposer finalement sur le foncier, donc sur l'agriculture. Qu'est-ce qui serait le plus encourageant pour les agriculteurs? Quel signal-prix serait le plus encourageant? Quel indicateur serait le plus encourageant? Ce serait un prix du gaz d'achat augmenté? Ce serait quoi, oui? Oui, ça serait, encore une fois, ça serait un retour il faut que le retour financier soit
au niveau de l'enjeu quelque part et au niveau de. On sait que l'enjeu véritablement, c'est de renforcer la capacité des sols en matière de diversité, de matière organique et de capter des gaz à effet de serre. Donc ça, tout à l'heure j'entendais, oui, les énergies, notamment le gaz, sont plus chères. Quelque part, si le pétrole n'était pas aussi peu cher ou le charbon ou le gaz, il y a bien longtemps qu'on aurait pensé à d'autres énergies ou d'autres matériaux. Donc il y a cet élément-là. Je crois qu'il faut voir déjà. Bon, on va peut-être avoir une petite guerre israélo-iranienne. Hein. Le prix du pétrole va peut-être augmenter. Oui, mais bon, a priori on va en sortir. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup de stocks et forcément, tant qu'il y a beaucoup de stocks sur le marché, tant que c'est pas interdit, non. Ça attendra quand même à mettre des prix relativement bas. L'important, c'est le coût, c'est le coût du mix énergétique en 2030-2050, le coût des nouvelles énergies. Je crois qu'il ne faut pas cacher les choses. La transition énergétique ou la transition de la bioéconomie est une transition qui a un coût. Je le répète, mais sinon on l'aurait déjà fait avant. Par contre, par la sobriété de l'utilisation, ça vient d'être dit par Jérôme Mousset, c'est que véritablement, il faut aussi l'isolation des bâtiments. C'est des sujets annexes, mais c'est des sujets qui sont complètement liés à la biomasse. On isolera demain des bâtiments, mais on isolera aussi des bâtiments qui consommeront moins, ainsi de suite. Donc je pense que le coût, pour l'agriculture, c'est vrai que, encore une fois, elle est là, elle va, l'agriculture, le sol en général, hein, j'entendais la forêt, c'est pas que l'agriculture, c'est l'utilisation du sol. Donc il y a forcément l'agriculture, la forêt. Pas les villes, ou du photovoltaïque, mais moins les villes. Le véritable enjeu pour l'agriculture, c'est de pouvoir faire cette transition, apporter ce qui peut être utilisé, revenir, parce que dans l'acceptabilité, on parle beaucoup d'acceptabilité sur ces sujets-là, dans l'acceptabilité, je pense que le lien au territoire, le lien au gisement du territoire, le lien de montrer l'intérêt de l'économie circulaire, permet aussi de rentrer dans un débat qui montre l'intérêt même de l'emploi, même du développement dans les territoires, qui peut derrière avoir une énergie peut-être un peu plus chère, mais si on en utilise moins, c'est pas forcément gênant qu'elle soit un peu plus chère, parce qu'elle répond encore une fois à d'autres enjeux autour du climat, autour des particules, on l'a dit tout à l'heure, autour de systèmes plus résilients qui utilisent moins de chimie, moins d'érosion, moins de problèmes d'eau, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait partie. L'enjeu je le dis de temps en temps, mais l'enjeu des accords de Paris, c'est véritablement de changer de logiciel et d'avoir une vision globale sur le sujet. C'est pas produire de la biomasse pour produire de la biomasse, c'est qu'est-ce qu'on fait des sols, qu'est-ce qu'on peut retirer des sols, qu'est-ce qu'on peut utiliser en économie circulaire pour permettre de sortir du carbone fossile, parce que c'est quand même l'objectif premier des accords de Paris, hein, c'est la neutralité, mais c'est avant tout la sortie du fossile et pas la sortie du nucléaire comme quelquefois on le fait en France, parce que c'est un autre débat et j'ai pas d'avis sur la question, mais la vraie question c'est comment on fait en 2030-2050 quand on dit qu'on pourra plus utiliser ni de charbon ni de pétrole, voire peut-être de gaz. Et encore, le gaz, je pense que c'est un véritable atout parce que le gaz est lié au sol et à la biomasse. Ça, on pourra en discuter aussi longtemps. Voilà, mais derrière, il faut bien comprendre qu'il n'y pourra y avoir de développement de ce genre de choses que s'il y a une prise en compte de l'accompagnement financier nécessaire de l'agriculture. C'est pas énorme, hein. C'est un coût de matière première qui doit être pris en compte. Monsieur Druille, qu'est-ce que ça implique, tout ce qu'on vient de dire, et c'est des questions qui reviennent souvent chez les internautes, qu'est-ce que ça implique en termes de gestion de la forêt? Est-ce qu'il faut gérer, couper la forêt différemment pour augmenter la récolte? Est-ce que c'est une révolution qui est à faire ou on a déjà tous les éléments? Puis comment on gère les petites propriétés forestières en France? Enfin, voilà. Est-ce que ça remet en cause la façon de gérer les forêts, la sociologie de la forêt, cette question de la biomasse, l'augmentation de la récolte, pardon? Je dirais la forêt et la matière, le bois est une matière essentiellement renouvelable. On l'a démontré plusieurs fois aujourd'hui. Et ce que je veux dire, c'est que pour ça, il faut la renouveler. Oui. Effectivement. Alors, on a toujours dans une forêt, quelle qu'elle soit, dans le monde, on a toujours cet impératif de renouveler la forêt. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec le réchauffement climatique, se pose ce problème. Et nous savons aujourd'hui, dans la filière, nous avons un plan de relance qui nous y aide. C'est un début. Ce plan de relance va nous permettre de renouveler une partie de la forêt dont on sait qu'elle n'est pas forcément adaptée aujourd'hui. Mais la chance que nous avons, c'est que nous savons pratiquement ce qu'il faut faire, parce que nous savons que dans la forêt française, il y a certes des essences aujourd'hui qui sont moins adaptées, mais par contre, on sait également comment on peut les renouveler, puisque nos chercheurs
nous montre maintenant quelles sont les essences adaptées pour le renouvellement des forêts. Le renouvellement des forêts, c'est essentiellement un travail et un investissement qu'il faut faire en permanence. Et ce qu'on sait, c'est que cette forêt a été renouvelée les dernières décennies, puisque je vous ai dit qu'on avait augmenté la matière disponible de 50% en 35 ans. Donc, on peut effectivement renouveler la forêt. On peut avoir du bois disponible aujourd'hui. C'est un problème de travail en forêt. Et c'est également, comme on l'a dit tout à l'heure, également un problème d'acceptabilité de la récolte et de ce travail en forêt, de l'exploitation forestière. Et c'est là qu'il faut qu'on explique et qu'on montre aux gens les bonnes pratiques que nous avons pour renouveler cette forêt. Et il faut également dire aux gens que les paysages vont être renouvelés, vont changer aujourd'hui avec l'effet du réchauffement climatique. C'est très important. Ça, c'est important, vous l'avez dit, hein, prévenir les gens que leurs paysages vont changer, que ce soit par un renouvellement forestier accéléré ou par l'irruption dans leur paysage, dans leur territoire vécu, oui, de méthaniseurs. Vous avez raison, hein, il ne faut pas que le paysage soit la conséquence de l'aménagement. Ça, c'était les 30 Glorieuses. Il faut que le paysage soit pensé en amont, en particulier en secteur rural. Je vous dis ça parce que j'ai animé il y a quelque temps un débat avec les CAUE des Hauts-de-France qui ont débattu sur pourquoi les gens sont contre les éoliennes et pourquoi ils râlent sur l'arrivée du canal Seine-Nord. C'est parce que c'est encore un machin qu'on impose sans avoir imaginé comment ça va s'inscrire dans la tête des gens. Donc vous avez employé le mot juste. Pardon, je vous ai coupé, Monsieur Druil, rapidement. Je voulais dire qu'on a beaucoup de points communs avec l'agriculture, mais on a une différence fondamentale, c'est que les blés et les maïs, ils poussent tous les ans, et on les coupe tous les ans. La forêt, non, on est dans le temps long. Et donc, ce qu'aujourd'hui nous constatons, c'est que autant la société avant acceptait sans aucun problème ces changements, aujourd'hui, le fait de faire une coupe en forêt, effectivement, va changer le paysage, et les gens ne se rendent pas compte que quand on change le paysage en forêt, on est parti pour un cycle de 15, 20, 30 ans. Et ça, c'est très difficile à faire comprendre, et il faut effectivement le faire comprendre. Et pour le faire comprendre, eh bien, nous avons besoin justement de tous les usages de la biomasse dont on vient de parler ce matin, et on continue d'en parler, parce que les gens vont effectivement se rendre compte que c'est bénéfique pour la planète, c'est bénéfique pour la France d'utiliser le bois. Et un exemple récent, c'est la RE 2020, vous en avez parlé dans votre introduction. Il est bien évident que l'État fait aujourd'hui le choix de la biomasse, fait aujourd'hui le choix des matériaux naturels pour aller vers la transition écologique. Et bien évident que si l'État fait ce choix-là, il ne le fait probablement pas uniquement sans raison. Et donc, c'est un signe très fort qui est envoyé au monde de l'agriculture comme au monde de la forêt. Nous avons besoin de renouveler nos produits, de renouveler nos arbres pour satisfaire ces objectifs impérieux de la transition écologique. C'est peut-être un choix risqué, mais bon, on verra. Il y a une question qui revient parmi les internautes. Effectivement, je n'y ai pas pensé. On parle que de biomasse aérienne, on ne parle pas de biomasse aquatique, halieutique, d'algues par exemple, et autres coquilles d'huîtres ou de crépidules, on ne sait pas quoi faire en rate de Brest ou en baie de Saint-Brieuc. À qui je vais poser cette question piège? À Monsieur Mousset, tiens, allez. Est-ce que vous avez travaillé sur la question à l'ADEME? Ça fait partie des 4 grandes ressources qu'on a identifiées. Il y a la forêt, il y a l'agriculture, il y a toutes les ressources halieutiques qui viennent effectivement de la pêche, de la pisciculture et des algues, la production de l'algue. Donc il y a une filière en construction. Il y a en France des projets actuellement en développement sur ces questions-là. Et puis aussi, on a tout le secteur des biodéchets aussi qu'il faut pas oublier, qui viennent aussi bien de l'industrie que des collectivités qui font partie de la ressource biomasse à valoriser. J'aurais tendance à juste une remarque un peu générale sur tout ce qu'on a discuté. Il me semble qu'il y a quand même un point important qui ressort dans tout ça, c'est le changement d'échelle, le fait de travailler à l'échelle des territoires et pas uniquement du système de production. C'est ce que disait tout à l'heure Sébastien Treyer, quand il parlait vraiment de créer de la diversité dans les assolements, dans les systèmes. La diversité, on peut la créer au sein d'un système agricole, mais on peut surtout la créer au sein du territoire.
du territoire en mixant les systèmes de production et en faisant de liens entre agriculture, industrie, collectivité. C'est aussi cette échelle-là qui me semble un peu pertinent. L'échelle des territoires, elle est aussi intéressante pour gérer ce qu'on dit tout à l'heure, c'est que la biomasse, pour nous, elle doit rester locale. Si on veut qu'elle soit dans une logique d'économie circulaire, il ne faut pas lui faire des centaines ou des milliers de kilomètres. Il faut vraiment qu'on ait une ressource locale pour diminuer les impacts, mais aussi pour mieux gérer la ressource. Puis je trouve aussi que cette échelle locale, c'est le bon niveau pour créer du lien, comme on disait tout à l'heure, avec les riverains, avec les élus, avec les associations et en faire un projet collectif. Ouais, mais c'est quoi le local, Monsieur Mousset, hein? C'est comme l'économie de proximité, c'est quoi? C'est la collective, c'est l'agglo, c'est la ville, c'est l'interco, c'est le département, c'est la région, ou c'est un parc naturel régional, ou c'est un pays, c'est quoi? Je pense que les différents niveaux peuvent se justifier. Pour moi, le niveau des conseils régionaux, enfin le niveau administratif de la région, me semble un niveau déjà incontournable parce que c'est un lieu de pilotage, de développement de politique locale sur lequel on peut organiser cette politique, je dirais, autour de la bioéconomie. Ça me semble être un niveau incontournable et vraiment stratégique. Après, ça a du sens aussi de travailler à l'échelle d'un parc naturel, d'un bassin de production, d'une coopérative ou autre. Hein. Mais on a bien compris, hein, c'est forcément à l'échelle locale, une discussion entre les acteurs, mais de toute façon autour des agriculteurs, vous ne me direz pas le contraire, Monsieur Dauger, et des forestiers, là où il y a de la forêt. Monsieur Dauger, et ensuite Monsieur Gaulier, et après je conclurai. Ouais, je pense que le territoire, comme ça vient d'être dit, est très important. Un territoire, ça dépend de la taille, mais c'est vraiment lié le gisement au territoire. On est encore une fois sur la biomasse, sur des produits plutôt volumineux, voilà, qui peuvent se transporter toujours, mais autant essayer de les valoriser, sachant que les besoins sont aussi souvent dans le territoire. Il y a un autre point sur lequel je voulais. Allez-y en 2 minutes. C'est le lien, avec le monde agricole, comme ça a été dit tout à l'heure, et je remercie d'ailleurs. Je suis président de la commission ressources du pôle agro-ressources Hauts-de-France, Grand Est aussi, en tant qu'agriculteur, parce qu'il faut vraiment lier le besoin au potentiel et au gisement. Et voilà, et faire en sorte que l'un s'inscrive avec l'autre le plus normalement possible, je dirais, pour éviter de partir sur des produits qui sont pas forcément qu'on puisse produire dans la région ou de déstabiliser d'autres choses. Il y a un autre élément, et c'est le dernier, c'est l'ambition qu'on a sur ces sujets-là. C'est comme l'alimentation, la bioéconomie au sens large, ça se délocalise très très facilement. Donc on a toujours un peu tendance en France à vouloir être meilleur et à tout penser avant de démarrer, ce qui est bien, mais notamment je pense au biogaz. Hein, si on ne produit pas le biogaz en France, on peut l'importer et on l'importe déjà aujourd'hui. Donc on parlait des Allemands qui n'avaient pas appliqué notre vision du biogaz, et ça j'en suis complètement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Voilà, mais si on met trop de complications en France dans le développement de ces filières, on aura les productions, ça c'est pas un souci, on les aura parce qu'on sera capable de les payer, mais on les aura produites d'une façon dont on voulait pas le faire en France. Donc il faut aussi voilà, on a le potentiel en France, peut-être pas 100% par rapport aux besoins. On parlait tout à l'heure d'indépendance énergétique. Dans les années 70, on n'avait pas de pétrole, on a des idées. Là, on a peut-être le pétrole de demain, ou les trucs, voilà, qui remplaceront peut-être pas 100%, mais qui remplaceront une grosse partie. Ayons l'intelligence de développer ces filières-là avant d'apporter, même de nos voisins qui se posent peut-être moins de questions, mais voilà. Ayons une vision politique territoriale, effectivement, sur le long terme. En quelques mots, Monsieur Gaulier, quelle est la part du privé souhaitable dans le pilotage, à la fois à l'échelle territoriale et puis dans l'allocation de la ressource, hein, on a bien vu, pilotage territorial entre les différents acteurs. Quel est le rôle du marché dans tout ça, selon vous ? Ah ben écoutez, de toute façon, les terres n'appartiennent pas à l'État pour la plupart, donc c'est évidemment au privé de s'emparer de ce sujet. Il l'a déjà bien fait jusqu'à maintenant. Rappelons quand même que ce que je disais tout à l'heure, hein, on est dans une concurrence sur la décarbonation. Il y a 36 façons de décarboner notre énergie en France et en Europe. Quel portefeuille d'actions y arriveront? Dieu sait qui peut les lire aujourd'hui. La biogaz a pas mal de cartes dans son jeu. Qu'il en profite. Il faut que le prix du carbone reflète le dommage environnemental engendré par les émissions de CO2. Et à mon avis, à ce prix-là,
le biogaz peut damer le pion au gaz naturel. Mais ça, c'est le marché, effectivement le marché qui le fera. Mais pour ça, il faut encore que l'État joue son rôle d'imposer un prix sur cette externalité extraordinaire qui s'appelle changement climatique et CO2. Et ça fait longtemps qu'on le sait. Hein. Merci. Je passe la parole à Claire Tutenuy qui m'a rejoint pour la conclusion de cette première journée. On m'informe que vous êtes 250 en ligne. Merci. Non, je vous dirai merci à demain après. Claire Tutenuy, c'est à vous. Et d'ailleurs, je vais le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les intervenants. Merci aux 250 personnes et plus qui ont supporté nos ennuis techniques du début et qui sont restés avec nous jusqu'à la fin plus longtemps que prévu. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est beaucoup de demandes et plusieurs intervenants ont parlé de marge de progression. Donc, on sent que le monde agricole, le monde forestier sont prêts à faire. Pour fixer les idées, on a quand même fait un petit calcul. Les 3 grandes flèches, charbon, pétrole et gaz, représentent aujourd'hui, importées en France, utilisées en France, représentent aujourd'hui 2000 TWh d'énergie. On a fait aussi le calcul de ce qu'on pourrait dédier à l'énergie en augmentant les productions agricoles et forestières. Sébastien Treyer dit presque rien. Nous, on est entre 300 et 400. Mais ça veut dire qu'on est de toute façon très loin. Comme ça a été dit, on fera de l'efficacité, de l'économie et de l'électrification, mais on aura aussi besoin de regarder beaucoup toutes les solutions. Usage. Donc, les webinaires de cette semaine vont permettre d'approfondir ces différentes questions avec demain un webinaire sur l'usage des terres, la séance de demain. On a besoin de toutes les terres. Comment est-ce qu'on va ralentir l'étalement urbain, l'artificialisation pour justement permettre de mobiliser cette biomasse complémentaire. Mercredi, nous verrons les capacités du monde agricole. Est-ce que l'agriculture peut répondre à tout en faisant biodiversité, préservation de l'eau et absorption du carbone. Jeudi, on parlera forêt. Et donc, vous voyez, toutes ces pistes qui ont été un peu ouvertes aujourd'hui vont être diversifiées. Et enfin, vendredi, on reviendra sur les questions de gouvernance locale, mondiale, prix, réglementation et quels acteurs pour le faire et comment est-ce que tous ces paramètres vont pouvoir s'agencer dans une gouvernance qui va tirer d'un côté, pousser de l'autre et faire cette transition écologique qui nous importe. Vous avez été très nombreux à poser des questions dans le chat et on en a pris très peu. Donc, rassurez-vous, nous les avons gardées, nous les garderons. Je pense que les séances de cette semaine vont répondre à un certain nombre d'entre elles. Et en tout cas, nous vous y répondrons par la suite. Et enfin, je crois que demain, je vous promets que nous aurons résolu les difficultés techniques et nous commencerons à 10h30. Merci à tous, à demain. Merci à tous. Donc demain, 10h30, juste pour vous allécher, je ne suis plus à l'écran. Si. Je vais l'être. Vous serez demain j'aurai avec moi, Julien Fausse de France Stratégie, William Aucan de la Convention citoyenne pour le climat, Sandra Moiti, directrice de l'Institut des hautes études d'aménagement des territoires, Hélène Pesquine, secrétaire permanente du plan urbanisme, construction, architecture, dont l'acronyme est PUCA. J'aime beaucoup cet acronyme. Et Guillaume Saint-Denis, professeur à AgroParisTech. On peut dire que c'est le roi de la fiscalité du foncier. Demain, 10h30, midi. Merci d'être là. Vous pouvez reprendre une vie normale et vous acheminer tout doucement vers votre cuisine. À demain. À demain.